C'est un podcast Vivre FM. Mon domicile, l'hôpital de demain. Une émission en partenariat avec la Fondation Santé Service. Bonjour et bienvenue dans le 5e épisode de Mon domicile, l'hôpital de demain, une émission sur Vivre FM en partenariat avec la Fondation Santé Service, experte dans l'hospitalisation, les soins infirmiers et l'accompagnement des patients à domicile. Chaque mois, on se retrouve pour parler ensemble de ce que la Fondation propose à chacun selon son âge, son type de pathologie et son besoin d'accompagnement. Sa mission, c'est l'hospitalisation à domicile, l'hospitalisation autrement. J'ai autour de moi aujourd'hui pour en parler Dr Géraldine Ambroisine. Bonjour, vous êtes médecin praticien d'HAD, gériatre et référente gériatrie de la Fondation Santé Service. Bonjour. Bonjour Patrice Yonganako, vous êtes directeur du pôle de soins ouest de la Fondation Santé Service. Bonjour. Stéphane Chevalier, bonjour, vous êtes cadre supérieur de santé à la Fondation et copilote du groupe Gériatrie. Bonjour. Bonjour Maxime Lepic, vous êtes infirmier coordinateur en service de soins infirmiers à domicile, le SIAD. Bonjour. Nous serons également rejoints au téléphone par le docteur Antoine Bizard, médecin chef de service de l'unité de gériatrie aiguë de l'hôpital Foch, par Anne Loublier, infirmière, coordinatrice hospitalière, par Marion Chauvin, aidante de sa maman qui vit en EHPAD, et par le docteur Dourceau, médecin coordinateur en EHPAD. Tout de suite, le programme de cet épisode dédié aujourd'hui, vous l'avez compris, à l'accompagnement des personnes âgées à domicile. Docteur Ambroisine et Patrice Yonganako, tout d'abord, vous nous expliquez ce qu'est la gériatrie et les enjeux de sa prise en charge. Quels sont les profils des patients traités à domicile par la Fondation, c'est la question qui suit. Puis, de l'admission à la fin de la prise en charge, on explore un parcours gériatrique en HAD avant de poursuivre sur un zoom dans un lieu de vie fréquent chez nos aînés, l'EHPAD. Et pour terminer, avec innovation en gériatrie, comment la Fondation Santé Service propose d'aller plus loin dans ces prises en charge. Alors, pour accompagner au mieux nos aînés, c'est parti. Bonjour Patrice Yonganako, vous êtes directeur du pôle de soins ouest de la Fondation Santé Service. C'est vous qui introduisez cette émission. Alors déjà, la gériatrie, c'est quoi ? La gériatrie est une spécialité médicale dédiée à la prise en charge des personnes âgées, souvent définies comme ayant plus de 75 ans. Elle couvre un large éventail de soins, de la prévention, du diagnostic, des traitements, des maladies chroniques et aiguës, spécifiques aux personnes âgées, ainsi que l'accompagnement en fin de vie. Donc vous nous avez parlé au-dessus de 75 ans, mais en moyenne, vos patients, ils ont quel âge en gériatrie ? Les patients pris en charge en gériatrie ont en moyenne entre 70 et 80 ans. Et alors, ils représentent combien des patients de la Fondation au total ? Au sein de la Fondation, près d'un quart des patients pris en charge en HAD sont âgés de plus de 75 ans. Donc en 2023, nous avons pris en charge 3896 patients. Ça permet de se représenter. On vit maintenant de plus en plus âgés, de plus en plus vieux. Prendre soin de nos aînés est donc devenu un besoin, on peut même dire un enjeu de société. En effet, les prises en charge gériatriques répondent à des enjeux sociétaux de plus en plus importants. Premièrement, le vieillissement de la population qui entraîne une augmentation significative du nombre de personnes âgées nécessitant des soins adaptés, ce qui exerce une pression sur les systèmes de santé privés et publics. Deuxièmement, le développement des maladies chroniques, telles que le diabète, l'hypertension, les maladies cardiovasculaires, qui nécessitent une gestion continue et personnalisée. Les soins à domicile permettent une surveillance régulière et une adaptation des traitements en fonction de l'évolution de la santé des patients, tout en évitant les hospitalisations fréquentes. Troisièmement, je peux citer également le désir croissant des personnes âgées d'être soignées dans leur propre environnement. Quatrièmement, un manque de structures de soins spécialisées sur le territoire. Enfin, la gériatrie en HAD au sein de la Fondation Santé Service permet de décongestionner les hôpitaux et les établissements de soins. Elle offre également une solution plus économique pour les systèmes de santé en réduisant les coûts associés aux hospitalisations prolongées et aux soins institutionnels. Alors, vous avez déjà dit un mot là-dessus, mais quand on est âgé, oui, on préfère se faire soigner où et pourquoi ? Alors, lorsqu'on est âgé, on préfère se faire soigner à domicile, chez soi. Cette préférence est motivée par le confort psychologique de rester chez soi, entouré de ses souvenirs, de ses proches, ce qui peut avoir des effets positifs sur le moral des patients et par conséquent sur la santé globale. Donc, le soin à domicile respecte ce souhait tout en permettant une continuité des soins, des relations familiales et sociales. Docteur Géraldine Ambroisine, bonjour. Vous êtes médecin praticien d'HAD, gériatre, référente gériatrie de la Fondation. C'est quoi le domicile des patients âgés ? Où sont-ils pris en charge par la Fondation ? Alors,
À nouveau, bonjour. Oui. Effectivement, alors, j'ai tendance à dire, en fait, on parle d'hospitalisation à domicile. Il y a le H d'hospitalisation, mais il y a surtout le D du domicile. Et c'est pas un fin mot parce qu'en fait, on intervient, tout ce qui est mis en place en fait, à l'hôpital est transposable au domicile, mais pas stricto sensu. Et quand on parle de domicile, on a toujours tendance à penser à la maison, l'appartement. Mais le domicile, ce sont tous les lieux de vie. Quand on entend par lieu de vie, c'est aussi bien l'hôtel, la caravane, le foyer logement, mais c'est aussi, en fait, ce sont aussi en fait, les établissements médicalisés, des établissements comme les femmes, c'est les foyers d'accueil médicalisés, les MAS comme les maisons d'accueil spécialisées, mais aussi les EHPAD, ce qu'on appelait aussi les maisons de retraite médicalisées. EHPAD, en fait, qui finalement ont un peu évolué, puisque à l'époque, en fait, en tout cas dans les années 2000, quand on a créé les EHPAD, en fait, c'était la seule réponse qu'on avait pour prendre en charge les patients ou les personnes âgées qui avaient un état de santé qui s'altère et qui rentraient en dépendance avec un maintien au domicile qui était compliqué, difficile pour les aidants, malgré la mise en place en fait de structures telles que les auxiliaires de vie. Et donc du coup, à l'époque, c'était la seule réponse. Aujourd'hui, en fait, le modèle a un peu évolué, c'est-à-dire on était dans un concept plutôt de gestion de la dépendance. Aujourd'hui, on est plutôt dans un concept de préservation de l'autonomie. Et donc du coup, il y a de nouveaux modèles qui émergent. On parle d'EHPAD hors les murs ou EHPAD à la maison. C'est un peu comme à l'EHPAD, mais en gros, l'idée, c'est de préserver le maintien à domicile en fait, de ces patients, de ces personnes âgées, parce que je parle beaucoup de patients, mais ce sont des personnes âgées avant tout, en leur permettant justement de bénéficier d'une prise en charge coordonnée, renforcée des acteurs du territoire, comme l'HAD, comme les SIAD, comme aussi en fait les auxiliaires de vie, et de leur permettre également de disposer en fait de technologies ou de moyens matériels en fait qu'on retrouve en fait dans les EHPAD. Et il y a également d'autres alternatives qui sont en train d'émerger, sont des espèces de colocations, on va dire, pour personnes âgées qu'on appelle en fait des habitats partagés. Très bien. Je rappelle, parce qu'on parle d'EHPAD, on commence à parler d'EHPAD et on va en parler beaucoup. Le sigle, qu'est-ce qui se cache sous ce sigle ? Établissement d'hébergement pour personnes âgées dépendantes. Est-ce que la Fondation propose une prise en charge spécifique pour ces patients ? Alors oui, on va certainement le détailler au cours de l'émission, mais effectivement, on a mis en place différentes structures, notamment les ESA, qui sont des équipes spécialisées dans la prise en charge de la maladie d'Alzheimer. Il y a l'équipe mobile de gériatrie, qui sont essentiellement justement composées en fait, d'infirmiers, de gériatres, qui ont une équipe experte en, fait, en gériatrie, mais également en prise en charge palliative. Très bien. Et dans un instant, on rentre dans le concret en suivant un parcours de gériatrie du début jusqu'à la fin. C'est après Feel Good sur Vivre FM. Julien Granel. Tu m'as quitté, je t'ai quitté, on s'est brisé le cœur. Tellement qu'on a l'air d'inconnus. Le monde est malade et l'éternue nos erreurs. Pourtant on nous avait prévenus. Tu sais, j'ai envie, mais j'ai peur et j'ai peur aussi de l'amour. Je veux juste un peu de feel good. Promis demain je lâche tout. Fais une bulle sur un fil rouge, feel good. Je veux juste un peu de feel good. Promis demain je lâche tout. Fais une bulle sur un fil rouge, feel good. Je veux juste un peu de feel good, feel good. Et si c'était moi la star du film, je paierais plus l'entrée au cinéma. Si t'avais su lire entre les lignes, t'aurais su que je parlais de toi. Tu sais, j'ai envie, mais j'ai peur et j'ai peur aussi de l'amour. Je veux juste un peu de feel good. Promis demain je lâche tout. Fais une bulle sur un fil rouge, feel good. Je veux juste un peu de feel good. Promis demain je lâche tout. Fais une bulle sur un fil rouge, feel good. Je veux juste un peu de feel good, feel good. Trop tard.
Je veux juste un peu de feel good. Promis demain je lâche tout. Fais l'embûche sur un fil rouge. Feel good. Je veux juste un peu de feel good. Promis demain je lâche tout. Fais l'embûche sur un fil rouge. Feel good. Je veux juste un peu de feel good. Feel good. De retour au sein du parcours gériatrique en HAD. Alors, docteur Ambroisine, parlez-nous des différents types de vos patients. Alors, comme l'a Type dit, de profil, excusez-moi. Comme l'a dit Monsieur Yanganako en préambule, nos patients en gériatrie, en tout cas les patients pris en charge à l'HAD, sont âgés plus de 75 ans. La grande majorité sont plutôt sur la tranche d'âge de 75-84 ans. On prend très peu en charge en fait, de patients depuis 95 ans. Mais ça nous est quand même arrivé. On a eu quand même des patients centenaires qu'on a pris en charge. Les patients qu'on prend en charge sont un peu le reflet de la société, c'est-à-dire sont essentiellement des femmes. On a aussi des hommes, mais beaucoup de femmes qui sont pris en charge. Et tout à l'heure, on parlait de domicile. Et effectivement, on les prend plutôt majoritairement au domicile dit classique et un peu moins en fait en EHPAD, même si effectivement la tendance est plutôt à l'augmentation. Alors, il faut bien comprendre qu'être âgé n'est pas un motif de prise en charge, bien sûr. On bénéficie de l'HAD à cause d'une ou plusieurs pathologies. Oui, tout à fait, effectivement. Même si la prise en charge des patients âgés, c'est une prise en charge qui est globale, qui est centrée en fait sur le patient et sur son entourage, avec l'idée en fait que le projet thérapeutique de ce patient soit adapté à ses attentes, à son projet de vie, à ses fragilités. On n'entre pas effectivement en fait en HAD du fait d'un âge ou du fait d'une prise en charge gériatrique, mais du fait d'un mode de prise en charge. Et effectivement, nous, pour les patients âgés, l'essentiel des prises en charge, les 3 modes de prise en charge phares, on va dire ça comme ça, c'est surtout les pansements complexes. Quand on parle de pansements complexes, ce sont des pansements qui sont relativement longs, qui durent plus de 30 minutes par jour, qui nécessitent parfois aussi une certaine technicité. On les prend en charge aussi beaucoup pour les accompagnements de fin de vie, donc la prise en charge palliative, et également en fait pour de la chimiothérapie, puisque nous initions en fait les chimiothérapies au domicile. Donc c'est soit dans le cadre de l'administration, soit dans le cadre de la surveillance de la chimiothérapie. Bonjour, docteur Antoine Bizard. Bonjour. Vous êtes médecin-chef de service de l'unité de gériatrie aiguë de l'hôpital Foch. Merci beaucoup d'être avec nous par téléphone. Merci à vous. Pourquoi faites-vous, dites-nous, appel, si possible, à l'HAD pour vos patients âgés, docteur ? La gériatrie, c'est une discipline, comme le disait le docteur Ambroisine, c'est une discipline assez particulière parce que l'hôpital, c'est un endroit de soins où on se dit que les gens qui y rentrent vont guérir, c'est notre objectif. Mais pour les patients âgés, l'hôpital, c'est aussi un endroit qui peut être assez dangereux, nocif. C'est-à-dire que c'est un endroit où les gens restent allongés, où ils mangent souvent moins bien qu'à la maison. Et en fait, c'est un endroit où on peut s'abîmer. Donc, on a, nous, cet enjeu important de faire en sorte de guérir les gens sans que cette guérison soit au prix d'une perte d'autonomie. Et c'est dans ce sens que l'HAD, Santé Service en particulier, c'est un atout très précieux parce que ça nous permet en particulier de raccourcir les hospitalisations des patients quand ils ont encore des soins techniques nécessaires, dont parlait le docteur Ambroisine tout à l'heure, des pansements en particulier ou d'autres situations médicales un petit peu lourdes, mais où on se dit qu'ils peuvent rentrer à la maison. Ça permet d'essayer de limiter la iatrogénie, la perte d'autonomie iatrogène qui peut survenir à l'hôpital. Donc c'est surtout dans ce sens, c'est dans le sens d'essayer d'éviter des hospitalisations, si je peux dire, indues, ou enfin en tout cas de remettre les patients dans leur cadre de vie le plus rapidement possible, que ce soit au cours d'une hospitalisation traditionnelle, ou alors si on prend en charge des patients aux urgences, maintenant de plus en plus les gériatres sont postés aux urgences portes pour essayer justement de prendre en charge les patients âgés le plus tôt possible, de la façon la plus globale et optimale possible. Et ça nous permet là encore d'essayer d'éviter des hospitalisations quand on se rend compte que les patients ont besoin de soins qui peuvent être apportés au domicile par cette hospitalisation à domicile. Bien sûr. Et oui, vous avez plusieurs motifs de prescrire cette hospitalisation à domicile, c'est ça, docteur ? Oui, nous, principalement, c'est vrai qu'il y a besoin de prescrire un soin
techniques. C'est-à-dire que si c'est simplement pour des soins de nursing, si c'est simplement pour des choses qui peuvent être faites par d'autres intervenants, comme les services de soins infirmiers à domicile ou par des auxiliaires de vie, c'est pas un motif suffisant. Donc il y a besoin de soins techniques lourds, hein, donc les pansements c'est le cas de figure le plus important, parfois d'autres pathologies particulières, quand il y a des états de polypathologie. Et puis le motif de recours quand même, qui à mon avis est le motif principal pour nous en tout cas, c'est vrai que c'est ces situations de fin de vie ou ces situations où on se dirige plutôt vers une prise en charge de fin de vie, où pour le coup il y a vraiment besoin, si on veut, quand on fait rentrer des patients à domicile dans ce contexte-là, l'objectif c'est qu'ils aient la meilleure qualité de vie pour le temps à venir, et ça nécessite quand même que les gens soient rassurés par une prise en charge dense de surveillance et de soins et d'expertise. Et puis, ce qui est très singulier, c'est cette double valence là, d'hospitalisation à domicile et de gériatrie avec santé-service, qui est hyper précieuse, parce que si on se contente d'apporter du soin technique, on fait vraiment même pas la moitié du travail en gériatrie. On a besoin vraiment de cette prise en charge très globale sur des choses qui ne sont pas toujours très médicales, mais sur la nutrition, sur la mobilisation, etc. Et donc, qui est cette expertise gériatrique, c'est très précieux. Qui est plus que de la technique. Merci beaucoup, docteur, pour votre intervention à nos côtés. Merci à vous. Docteur Ambroisine, la Fondation a mis en place un fonctionnement dédié et des équipes spécialisées pour ce type de patients. Expliquez-nous. Alors oui, je ferai un peu le parallèle avec la pédiatrie. Faire un type de soin donné à un enfant, on ne le fait pas de la même manière que chez un adulte jeune. Et les patients âgés, les personnes âgées ont des spécificités, des fragilités aussi, comme vient de le dire le docteur Bizard. Et donc, ça nécessite une prise en charge qui soit adaptée. Et fort de ce constat, on a mis en place, en fait, à la Fondation Santé Service, une expertise gériatrique. Cette expertise gériatrique, elle se matérialise par la mise en place de 3 équipes mobiles de gériatrie. J'ai 3 équipes mobiles de gériatrie parce que Santé Service officie sur toute l'Île-de-France. Et donc, du coup, nous sommes répartis en fait en différents pôles d'activité qui couvrent en fait tous les départements. Et donc, il y a une équipe mobile de gériatrie en fait qui couvre 3 départements donc, sur l'Île-de-France. Ces équipes mobiles de gériatrie, elles sont constituées d'un gériatre, de 1 à 2 infirmières de gériatrie. Et leur mission est d'améliorer et de sécuriser la prise en charge en fait, des patients âgés. Cette amélioration et la sécurisation de la prise en charge des patients âgés, ça passe par la formation en fait, des soignants, l'accompagnement des soignants, notamment lors de visites à domicile. Ça passe également par l'accompagnement de nos prescripteurs, que ce soit les médecins traitants, médecins hospitaliers, qui parfois ont besoin de cette expertise pour une aide à la décision ou pour des prises en charge thérapeutiques. Bonjour Anne Loublier, vous êtes infirmière coordinatrice hospitalière. Merci d'être avec nous par téléphone. Bonjour. Une fois l'accord du médecin obtenu, comment ça se passe l'admission en HAD d'un patient âgé ? Alors, en général, on reçoit un appel directement du prescripteur ou une demande écrite via notre secrétariat. Donc, on le rappelle, on échange avec lui sur la situation, sur les soins qui motivent la demande d'HAD. On définit un peu le projet de soins. Il nous parle un petit peu de la situation de vie du patient, de son entourage. À ce moment-là, on se déplace à l'hôpital pour évaluer un petit peu le patient directement. Donc ça signifie consulter déjà le dossier médical pour savoir un petit peu de quoi on parle, échanger avec les infirmières du service, les aides-soignantes, les assistantes sociales aussi, voir s'il y a des démarches qui ont été initiées, les cadres de santé. Et ensuite, on va rencontrer le patient donc pour une évaluation déjà visuelle. Même si le patient va pas pouvoir communiquer directement, nous, on va pouvoir évaluer ses besoins en termes de soins, évaluer sa douleur, ses symptômes d'inconfort, son état d'agitation, son état psychologique, et puis s'il présente des troubles cognitifs ou pas. Donc on veut vraiment toujours le rencontrer, puis voir aussi ce qu'ils souhaitent, parce que quand même, il y en a beaucoup qui peuvent s'exprimer, et s'ils ont envie de rentrer chez eux aussi. Et on essaye de faire ça conjointement avec la rencontre avec la famille, ou en tout cas l'entourage, l'aidant du patient, puisqu'il faut qu'on connaisse un petit peu les conditions de vie, quelles sont les aides déjà en place, savoir connaître la faisabilité, donc l'accès au domicile, la sécurité, donc si quelqu'un peut alerter en cas de souci.
Et puis c'est très important aussi d'évaluer, mine de rien, l'entourage, puisque souvent le conjoint ou l'époux ou l'épouse est âgé aussi, peut-être a des problèmes de santé, peut-être que cette personne vit chez son fils ou sa fille. À ce moment-là, ce sont des personnes qui travaillent. Il y a il faut vraiment évaluer aussi la capacité de l'aidant à faire face à l'HAD qui est quand même assez prenante et voilà. Très bien. Et ensuite, donc, on retourne voir le médecin quand même pour définir et approfondir le plan de soins et voir si tout peut s'adapter au plus précis aux besoins personnalisés de chaque patient. Voilà, c'est ça la spécificité des patients âgés. Oui. En fait, l'adaptabilité de votre côté, c'est ça? Exactement, et s'adapter aux fragilités qui sont plus présentes quand même chez ces patients-là. Merci beaucoup, Anne L'Oubliée. Merci beaucoup. Merci, à très bientôt. Au revoir. Bonjour Stéphane Chevalier. Vous êtes cadre supérieur de santé à la Fondation et copilote du groupe Gériatrie. Est-ce que vous pouvez nous décrire l'organisation quotidienne de ces prises en charge à domicile? Rebonjour. Je vais prendre la suite de ma collègue qui travaille à l'hôpital et qui nous adresse les patients. Eh bien, suite à son évaluation, ce qui est très intéressant, c'est de voir la personne âgée en situation. Je vais vous prendre l'exemple un peu concret d'une histoire d'une patiente qu'on a eue récemment, qui a 80 ans, qui est rentrée à la maison justement pour un problème de pansement au niveau de la jambe. Je ne vais pas vous détailler un peu le pansement, mais voilà, avec son objectif de faire des pansements plusieurs fois par jour par une infirmière. Et tout notre rôle, le premier jour où elle arrive à la maison, c'est de réévaluer son projet de soins. C'est ça qui se base vraiment sur notre façon de faire avec les personnes âgées. C'est très important. Comment elle s'évalue à l'hôpital, mais comment réellement elle est dans son domicile, parce que ça colore vraiment différemment la prise en charge. Souvent, comme on le disait, il y a une vraie plus-value à rentrer à la maison, à vouloir être dans son environnement, mais qu'est-ce que ça donne dans l'environnement quand on y va ? Tout le rôle de l'infirmière le premier jour, c'est de réévaluer cet environnement et de pouvoir à nouveau réévaluer son autonomie dans la situation et en collaboration avec l'aidant. Donc on a cette double vision hospitalière et au domicile. Et à ce moment-là, avec le cadre de santé à distance, on se dit finalement la dame, on s'était dit elle aurait pu s'évaluer seule pour faire sa toilette, finalement on rajoute une prise en charge avec un aide-soignant qui va pouvoir l'accompagner dans ses gestes quotidiens. Notre objectif, c'est tout au long de cette prise en charge, de l'accompagner et de pouvoir se dire on va la faire gagner à nouveau en autonomie et on va pouvoir la maintenir au domicile. Et au fur et à mesure du temps, en fonction des améliorations, on va enlever certains soins, on n'aura peut-être plus besoin de faire la toilette complète, mais juste de l'accompagner chez elle. Et puis bien sûr, en parallèle à ça, on a toute notre équipe pluridisciplinaire à côté, assistante sociale, qui va pouvoir également, dans un contexte difficile de déplacement, mettre des portages de repas. On va avoir un spécialiste sur les plaies qui va pouvoir donner son avis. On a bien sûr, le docteur Ambroisi, on en a parlé tout à l'heure, l'équipe mobile de gériatrie qui va pouvoir conseiller ou pas. Donc voilà, on a cette dame, le cas par exemple, elle rentre à la maison, mais elle se sentait un peu en difficulté avec son aidant. On a pu mettre en place une équipe de psychologues qui est à Santé Service pour l'accompagner, l'écouter, voir comment on pouvait améliorer un peu la situation. Donc bien sûr, on le dit au cours des prises en charge, on a des contacts avec nos partenaires hospitaliers, comme le disait le docteur Bizard, et il peut, au cours d'un problème intercurrent de prise en charge, retourner un petit peu à l'hôpital, le temps qu'on réajuste la prise en charge, et retour à la maison si le médecin de Santé Service l'estime nécessaire. Docteur Ambroisi ? Alors, je voulais rebondir sur ce que disait Stéphane. Effectivement, c'est une prise en charge qui est pluridisciplinaire, qui est coordonnée. On parle beaucoup du médecin hospitalier, des médecins d'HAD, des expertises en HAD, mais il ne faut pas oublier le médecin traitant, parce que le médecin traitant, même si aujourd'hui, en fait, c'est difficile d'en trouver, il reste quand même le pivot aussi de la prise en charge. On travaille beaucoup aussi avec les équipes en fait extra-hospitalières, comme les équipes mobiles de gériatrie extra-hospitalière, mais également des équipes mobiles en fait de soins palliatifs. Bonjour Marion, merci de nous rejoindre par téléphone. Bonjour. Votre maman a bénéficié de la prise en charge HAD Santé Service dans l'EHPAD où elle réside. Expliquez-nous pour quels besoins c'était. Alors pour des pansements qui étaient du coup trop longs pour les infirmières de l'établissement en temps de pansement et pour une réévaluation du protocole de soins. Et alors comment ça s'est passé ? Racontez-nous concrètement.
du coup, on m'a prévenu, c'est l'EHPAD qui m'a prévenu qu'ils avaient demandé l'intervention de l'HAD, voilà, pour me demander mon accord. Du coup, j'étais d'accord pour cette intervention et l'HAD s'est mise en place dans la même semaine assez rapidement. Et après, les infirmières de l'HAD venaient tous les jours réaliser les pansements. Et alors, votre maman, elle a vécu ça comment, cette prise en charge ? Écoutez, ça s'est bien passé pour elle ? Elle l'a bien vécu. On lui a expliqué, les infirmières lui expliquaient bien qu'elle venait pour les pansements et qu'elle faisait ensuite des transmissions aux infirmières de l'établissement. C'était des infirmières, un cabinet d'infirmières libérales qui collaborait avec l'HAD, donc elles n'étaient pas trop nombreuses, donc ça permettait de pas trop la perturber avec plein d'intervenants différents. Voilà, elle passait à peu près à la même heure, donc c'était plutôt pratique et bien organisé le matin après sa toilette. Voilà, ça s'est très bien passé. Merci beaucoup, merci de votre témoignage, Marion. Je vous en prie. Stéphane Chevalier, quelque chose vous vouliez, je vous ai peut-être coupé tout à l'heure. Non, pas de souci. Je disais, ce qui était intéressant également, justement, c'était de travailler avec les partenaires du territoire que la patiente a déjà, notamment les infirmières libérales, et on essaie de garder au maximum l'environnement du patient âgé qu'il avait avant. C'est vraiment, ça le rassure et ça lui permet d'être mieux et d'avoir un potentiel de guérison vraiment meilleur. Et d'être serein. Tout à fait. Merci beaucoup. Bonjour Maxime Lepic. Bonjour. Vous êtes infirmier coordinateur en service de soins infirmiers à domicile, donc en SIAD, n'est-ce pas ? Vous allez nous expliquer ce que c'est. Comment ça se passe dans ce cas-là, en allant vers des soins moins complexes ? Alors le SIAD, tout d'abord, c'est un établissement médico-social. C'est un service de soins infirmiers à domicile et plus particulièrement de soins infirmiers relevant du rôle propre. Le rôle propre, c'est l'accompagnement du patient dans les actes de la vie quotidienne et plus particulièrement autour des soins d'hygiène et donc de la toilette, ce qui est un critère indispensable pour l'inclusion d'un bénéficiaire en SIAD. Là, aujourd'hui, je représente le SIAD 92 de la Fondation. On est 3 SIAD sur 3 territoires, le 94, le 93 et le 92. Donc moi, en ce qui me concerne, au 92, on a 168 places sur 6 communes. Donc, relevant du mode d'admission en SIAD venant d'un patient, venant de l'HAD, c'est lorsque la typologie des soins infirmiers auprès d'une personne âgée ne justifie plus d'une poursuite en HAD. Mais néanmoins, cette personne âgée, désireuse de rester à domicile, conserve des besoins en soins infirmiers simples, notamment autour de la toilette. Et donc, pour ce faire, il existe une convention de partenariat au sein de la Fondation entre l'HAD et le SIAD. Un relais peut alors s'organiser. Ce relais s'organise de la manière suivante. Donc, l'infirmier coordinateur reçoit, via la cadre de secteur de l'HAD, une demande d'admission sur une fiche de liaison. On fixe alors un rendez-vous d'évaluation à domicile et on organise un début de prise en soins une fois qu'on a vérifié que tout était raccord avec nos missions. L'avantage de ce partenariat, c'est qu'en cas d'évolution, de nouvelle évolution de la typologie des soins et pourquoi pas une augmentation des besoins, le patient qui était devenu bénéficiaire en SIAD peut être réadmis en HAD. Donc on parlera alors d'une prise en charge conjointe. Le SIAD conservera les soins de nursing et l'HAD assumera les soins infirmiers complexes. L'objectif, encore une fois, étant d'éviter l'hospitalisation de la personne âgée, qui, en termes de changement de repère, ça peut être assez délétère au niveau du maintien de son autonomie. Enfin, dernier cas, le patient est déjà en SIAD, mais nécessite des soins plus complexes, mais il ne fait pas partie de l'HAD. On peut également faire une PC conjointe, donc ce coup-là, via l'ICH qu'on a eu tout à l'heure. L'infirmière coordinatrice hospitalière. Excusez-moi. Oui, on a un peu d'acronyme et de jargon médical, désolé. Qui va donc se rapprocher du patient, faire une évaluation, puis de la cadre de santé du secteur pour remettre en place une prise en charge commune entre l'HAD et le SIAD. Merci beaucoup Maxime Lepic. Dans un instant, on zoome sur un type de domicile fréquent chez nos patients âgés, l'EHPAD. C'est juste après Blind. Musti, vous êtes sur Vivre FM. La nuit tombe, on attend quelques secondes patiemment, voir si l'on compte vraiment. On attend
trop souvent. C'est dans ton verre que tu te noies. T'es plus le même quand tu bois, papa. Et j'attends que le jour se lève et que tu viennes consoler ma peine et que tu dises enfin que tu m'aimes juste un peu, juste un peu. Et j'attends un bravo de toi, tu me manques. Je me vois en toi, dis-moi comment faire de mon mieux avec ça. Oui, j'apprends tout seul à être grand. Non, je ne veux pas devenir comme toi. Tu vas au Rhum quand rien ne va. Pourquoi ça tombe sur toi? Et j'attends que le jour se lève et que tu viennes consoler ma peine, que tu dises enfin que tu m'aimes juste un peu, juste un peu. Juste un peu. Et j'attends que le jour se lève et que tu viennes consoler ma peine et que tu dises enfin que tu m'aimes juste un peu, rien qu'un peu. On attend. Et j'attends que le jour se lève, que tu viennes consoler ma peine. Et j'attends enfin que tu m'aimes juste un peu, juste un peu. De retour en parcours de gériatrie à domicile, comme on l'a déjà évoqué, le domicile, ça peut être aussi l'EHPAD chez nos aînés. Docteur Ambroisine, pourquoi et depuis quand la Fondation travaille-t-elle avec les EHPAD ? Alors, les EHPAD accueillent de plus en plus de résidents qui sont polypathologiques et qui sont fragiles. Et la volonté, en fait, de ces établissements, c'est de les maintenir le plus possible, en fait, dans leur établissement, en leur faisant bénéficier de soins qui soient adaptés, qui soient techniques ou pas, tout en privilégiant leur confort de vie. Et ce, également pour l'accompagnement jusqu'à la fin de vie. Et l'HAD, en fait, l'hospitalisation à domicile, constitue quand même un maillon de la filière gériatrique, où on parle de réseau ville-hôpital. Et c'est une structure de soins qui, justement, peut répondre, en fait, à ces besoins, dans l'objectif aussi d'éviter les hospitalisations ou de les raccourcir, donc faciliter le retour dans l'EHPAD, en fait, des patients âgés. Mais c'est aussi, en fait, de leur faire bénéficier d'une expertise, l'expertise gériatrique et l'expertise palliative, pour le coup, de les accompagner également, en fait, dans la fin de vie, en fait, de leurs résidents, même si dans la majorité des cas, en fait, ils n'ont pas forcément de besoin de structures externes telles que la nôtre ou bien telles que les unités de soins palliatifs, par exemple. Et alors, quel est le fonctionnement mis en place ? Alors, à Santé Service, en fait, alors je vais juste faire un focus sur la petite histoire. En 2020, je pense que tout le monde a ce souvenir du contexte sanitaire qui était un peu compliqué, à savoir la crise Covid. Et durant cette crise sanitaire a mis à mal, en fait, notre système de santé. Il nous a obligés à nous réorganiser. Durant cette période, les EHPAD ont également été fragilisés puisque les patients des EHPAD ne pouvaient pas aller à l'hôpital et de ce fait ne pouvaient pas bénéficier, en fait, de soins, en fait, adaptés. Dans ce contexte-là, Santé Service, en fait, s'est réorganisé et nous avons mis en place une unité qui était dédiée à la prise en charge, en fait, de ces patients atteints de Covid, en fait, dans les EHPAD. Et cette unité, elle était coordonnée par un médecin gériatre, par des infirmières et des infirmières libérales également. Et puis la crise Covid est passée, et puis on s'est dit comment poursuivre, en fait, cette plus-value, ou du moins comment dirais-je,
comment en fait continuer à aider les EHPAD dans ce processus en fait d'aide de prise en charge de leurs patients âgés. Et on a décidé en fait de créer une unité dédiée à la prise en charge en EHPAD, cette fois-ci vraiment pour des soins qui relevaient vraiment de l'HAD, ce qui n'était pas le cas en fait dans le cadre du Covid. Et on a mis en place une unité dédiée avec une équipe experte. Donc cette équipe experte est composée d'un gériatre, d'une cadre de santé, d'une secrétaire médicale en fait d'unité, ainsi que de 1 à 2 infirmières en fait de gériatrie. Vous vouliez réagir ? Non, pas de souci. Non, j'étais tout à fait d'accord avec le docteur Ambroisine. C'est vraiment cette nécessité d'intervenir en EHPAD qui nous a... Et sur les valeurs de prise en charge des patients en EHPAD, de cette volonté de ne pas les déraciner, de ne pas leur faire... de ne pas les faire changer d'environnement et de les amener dans un contexte qu'ils ne connaissent pas, le système hospitalier. Donc Alors l'objectif, en fait, c'était d'une part d'anticiper sur les prises en charge, parce que ce qui est vrai, c'est que souvent les EHPAD nous appelaient quasiment au dernier moment, sauf que nous, on ne pouvait pas intervenir au dernier moment, ce qui nous crevait le cœur quasiment, parce qu'effectivement, du coup, il n'y avait pas d'aide apportée en fait, aux EHPAD qui étaient en difficulté. C'est aussi d'intervenir rapidement, et c'est pour ça que justement on collabore avec des infirmiers libéraux. Et c'est également de fluidifier les relations entre les établissements médico-sociaux et l'HAD. Alors, comme vous l'avez dit, le rythme de vie des patients est vraiment primordial. La collaboration avec les infirmiers libéraux du territoire constitue une plus-value dans ces prises en charge. Comment ça marche, Stéphane Chevalier ? Alors, cette collaboration avec les libéraux a été mise en place justement pour permettre aux résidents des EHPAD d'avoir des personnels identifiés qui respectent leur rythme de vie. C'est vrai qu'à la HAD, nous avons parfois, des notions d'urgence sur nos interventions, et c'est vrai que les infirmiers libéraux, eux, ont des tournées plus fixes et peuvent répondre à leurs besoins. C'est vrai que c'est important qu'on puisse se caler avec l'EHPAD pour discuter des besoins du résident, de son rythme de vie, dire nous, on interviendra pour faire le pansement à tel moment, mais pas au moment où il est en train de déjeuner ou en train de manger le midi. Voilà. Donc, c'est important pour nous, cette collaboration. Ça permet également de renforcer les partenariats du territoire, parce qu'une infirmière libérale ne connaît pas forcément aussi, parfois toujours, tous les intervenants, et nous, on peut faire ce lien. Bonjour, docteur Dursault. Bonjour. Vous êtes gériatre, médecin coordonnateur en EHPAD. Merci de nous rejoindre par téléphone. Merci. Comment et pourquoi, surtout, avez-vous commencé à faire appel à l'HAD, docteur ? Alors, pour moi, la première indication a franchement été la possibilité d'utiliser des médicaments hospitaliers et aussi du matériel hospitalier qui n'était pas accessible en ville. Pour moi, ça a vraiment permis de continuer de gérer sur place des situations qui auraient nécessité une hospitalisation. Après, les autres indications, je dirais un peu complémentaires, ça a été les pansements longs et complexes et les situations de fin de vie. Et alors, quels bénéfices vous en retirez avec vos équipes au quotidien ? Alors, le bénéfice, il est franchement l'accès des résidents à plus de soins, pour pas dire tous les soins raisonnables sur place. Alors, en EHPAD, on connaît les personnes depuis longtemps et notre satisfaction, c'est d'accompagner le plus correctement, le plus longtemps possible les personnes. Et finalement, c'est vraiment un bénéfice autant pour la personne propre, le résident, que pour l'équipe entière, avec le sentiment d'avoir fait au mieux et d'avoir eu une prise en charge la mieux possible. C'est une satisfaction pour l'équipe, évidemment. Tout à fait. Et alors, vos patients, ils le vivent comment ? En fait, c'est très bien vécu par les résidents des EHPAD, parce qu'ils restent chez eux. Ils bénéficient en plus de moyens et de techniques supplémentaires. On va dire qu'ils sont aussi bien soignés qu'à l'hôpital, mais tout en restant sur place. Et donc, il n'est pas dépaysé, et donc il en tire franchement tous les avantages. Est-ce que c'est important de bien se connaître entre EHPAD et HAD ? Alors effectivement, c'est peut-être le point le plus important. C'est extrêmement important d'avoir des liens étroits entre les structures, parce qu'il faut que chacun se connaisse et connaisse les compétences propres et surtout bien connaître les difficultés de terrain. Et cet élément, ça va permettre d'arbitrer au mieux la prise en soin des résidents. Et c'est d'autant plus important que les situations sont complexes, et c'est vrai que j'en ai quelques-unes en tête comme ça, où c'est vraiment les liens étroits qui ont permis des prises en soin de qualité.
Merci beaucoup, docteur Dursault, d'être venu nous rejoindre. Je vous en prie, au revoir. Au revoir. Stéphane Chevalier, vous voulez également continuer sur la prise en charge en EHPAD, puisque la Fondation aussi participe également à la prise en charge de ce qu'on appelle les EHPAD la nuit. C'est-à-dire qu'on a conventionné environ avec 65 établissements sur l'ensemble du territoire d'Île-de-France, et ça permet un accompagnement des professionnels de nuit en EHPAD pour une meilleure prise de décision sur le fait d'adresser ou pas leurs résidents à l'hôpital. Ça permet une fois de plus de pas déplacer des personnes âgées, les sortir de le contexte et d'accompagner les établissements pour personnes âgées dans leurs décisions et leurs orientations sur leurs patients. Docteur Ambroisine, comment se termine ce type de prise en charge gériatrique ? L'hospitalisation conventionnelle, lorsqu'on est admis en HAD, on est amené pour une durée de soins et pour un type de soins. Sauf que parfois, lorsque l'état clinique du patient le justifie ou lorsque le maintien à domicile est compliqué, en fait, notamment en toute sécurité, on peut être amené à réhospitaliser en fait, les patients. Autant que faire se peut, on essaie de les réhospitaliser directement dans le service adresseur. Mais parfois, c'est difficile et parfois, on est obligé de les transférer aux urgences. En fonction également du type de prise en charge, tout à l'heure, je vous parlais d'accompagnement en fait, de fin de vie et notamment donc, de prise en charge palliative. Et lorsqu'effectivement, c'est un souhait exprimé par le patient, par sa famille, par son entourage, on peut accompagner effectivement en fait, ces patients jusqu'à la fin de vie. Pour ce faire, on a même mis en place en fait, ce qu'on appelle les trousses d'urgence, en fait, qui contiennent des traitements qui permettent aux médecins praticiens d'HAD de prescrire et d'intervenir avec les soignants pour la mise en place de traitements en urgence pour pallier à des symptômes d'inconfort tels que la douleur, l'encombrement. Néanmoins, dans la majorité des cas, l'HAD se termine au terme des soins. Ça correspond à peu près à pratiquement 60% en fait, des prises en charge. Ça se termine à la fin des soins, mais quand je parle de soins, tout à l'heure, je vous disais qu'on parlait de temps de soins ou de soins techniques, ce qui ne signifie pas pour autant en fait, que les patients n'ont plus de soins. Et donc, effectivement, parfois, on est obligé de faire des relais de soins lorsqu'il s'agit de soins simples par le SIAD, tel que vous avez exposé Maxime Lepic tout à l'heure, ou par des infirmiers libéraux. Merci docteur, et tout de suite après Richard Anthony, on va plus loin. Quelles sont les innovations dans les prises en charge gériatriques ? J'entends siffler le train sur Vivre FM. J'ai pensé qu'il valait mieux nous quitter sans un adieu. Je n'aurais pas eu le cœur de te revoir, mais j'entends siffler le train, mais j'entends siffler le train, que c'est triste un train qui siffle dans le soir. Je pouvais t'imaginer toute seule, abandonnée sur le quai dans la cohue des au revoir. Et j'entends siffler le train, et j'entends siffler le train, que c'est triste un train qui siffle dans le soir. J'ai failli courir vers toi, j'ai failli crier vers toi, c'est à peine si j'ai pu me retenir, que c'est loin où tu t'en vas, que c'est loin où tu t'en vas. Auras-tu jamais le temps de revenir? J'ai pensé qu'il
valait mieux nous quitter sans un adieu. Mais je sens que maintenant tout est fini. Et j'entends siffler le train, et j'entends siffler le train. J'entendrai siffler ce train toute ma vie. J'entendrai siffler ce train toute ma vie. De retour en parcours gériatrique, docteur Ambroisine, est-ce que dans ce secteur aussi, l'amélioration de la prise en charge des patients passe par l'innovation et la recherche ? Alors oui, la Fondation Santé Service s'attache en fait depuis quelques années à développer la recherche dans le champ de la gériatrie. Et donc, on a mis en place différentes études, et notamment l'étude concernant la qualité de vie du couple, de la DIA de patients aidants qui est prise en charge en HAD pour des soins gériatriques. Parce qu'à ce jour, il existe peu d'informations quantitatives sur la qualité de vie des aidants lors des prises en charge en hospitalisation à domicile. Et donc, en juin 2023, 130 patients et leurs aidants ont répondu à un questionnaire. Il s'agissait d'auto-évaluer leur état de santé par une échelle visuelle analogique. Et on leur a posé 5 questions concernant les différentes dimensions que sont la mobilité, l'autonomie, les activités quotidiennes, la douleur et l'anxiété et la dépression. Parmi ces 130 patients, ces 130 DIA de patients aidants, 54 patients avaient plus de 75 ans. Ce qu'il est apparu, en fait, c'est que les aidants sont majoritairement des femmes, mais ça, c'est pas trop, effectivement, une surprise, puisque c'est l'évolution de la société. Les femmes vieillissent mieux peut-être aussi, que l'âge moyen quand même en fait des aidants, des patients de plus de 75 ans est aux alentours de 72 ans. Dans la grande majorité sans activité professionnelle, et surtout ce qui est important, c'est essentiellement des aidants qui vivent en permanence, et j'appuie sur le terme permanence au domicile, parce que c'est pas forcément aisé en fait de rester 24 sur 24 avec son patient. On parle de la HAD présente 24 sur 24 et 7 jours sur 7. Ça, effectivement, c'est en théorie. Dans les faits, on n'est pas 24 sur 24 au lit du patient, et donc le reste du temps, ce sont les aidants qui finalement assurent toute la prise en charge en fait de l'accompagnement de leurs patients. Et donc cette étude a permis de montrer que l'état de santé perçu des patients très âgés est significativement dégradé. Mais ça, c'était un peu attendu. Que leurs aidants apparaissent en moyenne plus jeunes, même si aux alentours de 72 ans, et en bien meilleure santé. Toutefois, un quart d'entre eux sont affectés en fait dans leurs activités de la vie quotidienne, ont plus de douleurs aussi, plus de la moitié ont des douleurs, et surtout sont sujets à de l'anxio-dépression. Ça concerne quand même plus de la moitié en fait des aidants. Ce qui est non négligeable, et c'est ce que je disais tout à l'heure, c'est justement sur cet aspect-là en fait que nous on a une plus-value dans l'accompagnement en fait de ces aidants. Et en l'occurrence à la HAD Santé Service, on a mis en place un accompagnement psychosocial, donc psychologique et social, qui sont proposés aux aidants. Ça se matérialise par exemple par le comité des aidants, par la mise en place d'ateliers bien-être, de massage, de la socio-esthétique par exemple. On a mis en place également un système de répit qu'on appelle le baluchonnage. En l'occurrence, on permet aux aidants de partir quelques jours de leur domicile, et une personne avec l'aide en fait de l'HAD vient en fait au domicile pour la remplacer 24 sur 24, ce qui permet en fait d'avoir un petit peu de répit. Alors
peu d'aidants se saisissent en fait du baluchonnage parce que je pense qu'en fait c'est un peu compliqué de le mettre en place. Alors c'est pas concrètement de le mettre en place. Je pense qu'il y a quand même des réticences des familles à accueillir quelqu'un d'étranger, d'inconnu, 24/24 à la maison. Donc en général, on nous sollicite plutôt pour des séjours de répit dans des structures sanitaires. Voilà, et donc du coup, il y a certainement d'autres choses en fait qu'on pourrait mettre en place pour aider les aidants, mais c'est important en fait nous on prend en charge le patient, mais maintenant on s'attache aussi à prendre en charge en fait, ou en tout cas d'accompagner les aidants. Et c'était les résultats de l'étude Accolade, n'est-ce pas docteur ? C'était AD comme HAD. La Fondation teste par ailleurs régulièrement des nouveaux outils pour améliorer la prise en charge de ses patients et les pratiques de ses professionnels de santé. Alors, la réalité virtuelle est-elle bénéfique pour nos aînés aussi, docteur Ambroisine ? Alors, je pense que oui. En tout cas, il y a des études qui ont montré que la réalité virtuelle était bénéfique pour la prise en charge, notamment de certains symptômes tels que la douleur et l'anxiété. Nous, à Santé Service, on a tendance effectivement à beaucoup utiliser pour la prise en charge thérapeutique, médicamenteuse des patients, notamment pour la douleur, des médicaments en fait qui peuvent avoir des effets délétères non négligeables, et donc on expose beaucoup en fait nos patients âgés à de la iatrogénie. Et du coup, on a la volonté là maintenant de s'orienter plutôt vers des thérapeutiques non médicamenteuses complémentaires des thérapies qu'on utilise. Et le casque de réalité virtuelle nous apparaissait en fait comme étant intéressant. Alors, il faut savoir qu'il y a quand même des études qui ont déjà été menées sur l'utilisation du casque de réalité virtuelle, mais plutôt à l'hôpital, plutôt dans les structures sanitaires et pas au domicile. Et nous, en fait, on voulait mener une étude justement concernant la prise en charge des pansements complexes, donc des plaies, avec une thérapie non médicamenteuse, donc pour le traitement de la douleur et de l'anxiété, mais au domicile. Et pourquoi on insiste sur le domicile, c'est que autant en fait dans un service, le fait d'utiliser un casque, c'est assez facile, on va le chercher dans le poste de soins, on l'amène dans la chambre, etc. Autant, nous, comme on prend en charge les patients au domicile, on a des soignants qui sont nomades. Et donc, ce n'est pas forcément aussi évident qu'à l'hôpital. Donc, on va mener une étude dans les prochains mois, justement, pour apprécier la faisabilité de l'utilisation de ce casque de réalité virtuelle et voir effectivement si ça nous permet, nous, d'utiliser un peu moins de thérapies médicamenteuses qui sont très iatrogènes et délétères pour les patients. Bien sûr. Stéphane Chevalier, parlez-nous des formations proposées dans ce secteur et des nouveaux outils. Alors, la Fondation est assez dynamique et le groupe gériatrie également sur la prise en charge des personnes âgées. Alors, tout d'abord, nos équipes mobiles de gériatrie mettre en place bon nombre de formations auprès des professionnels sur l'ensemble de la Fondation pour mieux connaître la personne âgée, les symptômes qui peuvent intervenir lors de la prise en charge. Ça nous permet de mieux évaluer. Ils interviennent régulièrement en fonction de thématiques particulières. Alors ça peut être de la constipation, la déshydratation, le risque de chute également, parce que c'est quelque chose qui arrive vraiment de façon régulière chez les personnes âgées, et le prévenir et le comprendre, c'est vraiment important. Et c'est en lien justement avec ce deuxième axe que l'équipe de gériatrie, les équipes mobiles mettent en place, c'est la formation, avec des chambres de simulation qu'on va développer, qu'on fait parfois aussi sur certains types de prise en charge. Alors, rencontrer l'autre aussi, c'est aussi comprendre un peu ce qu'il vit. Donc, il existe des simulateurs de vieillissement où là, le soignant endosse un peu les problématiques de la personne âgée avec des lunettes qui déforment un peu la vision ou des exosquelettes qui limitent aussi également la mobilité dans un contexte de chambre d'erreur où on a un lit médicalisé, un fauteuil, des fils qui traînent et on se rend compte que se déplacer dans cet environnement-là avec ces problématiques, ça pose souci. Donc voilà, mieux connaître, les anticiper, ça nous permet de donner des meilleurs conseils à domicile aussi et à nos soignants de mieux comprendre la personne âgée dans son environnement, avec les aidants bien sûr. Merci beaucoup, l'émission se termine. Quelques secondes pour un mot de la fin. Alors, Docteur Ambroisine. Oui, remercier déjà tous nos partenaires hospitaliers, médecins traitants et les EHPAD avec lesquels nous travaillons au quotidien. Remercier également nos équipes, parce qu'effectivement, sans elles, rien ne se ferait. Quand on parle des équipes, c'est à la fois les équipes de gériatrie, mais également toutes les autres équipes paramédicales, puisque
Tout à l'heure, on vous parlait notamment aussi des psychologues, des assistantes sociales, voilà. Merci beaucoup et c'est déjà la fin de notre émission consacrée au parcours gériatrique en HAD proposé par la Fondation Santé Service. Merci à vous de nous avoir suivis aujourd'hui. Merci à Florian en régie. Je rappelle que vous pouvez retrouver toutes ces informations sur le site fondation-santéservice.fr et que vous pourrez réécouter cette émission en podcast sur vivrefm.com. On se donne rendez-vous en juin pour découvrir un des principaux modes de prise en charge en HAD. Vous en avez parlé, les pansements complexes. Merci à tous, Dr Ambroisine, Patrice Sionganako, Stéphane Chevalier et Maxime Lepic pour votre présence en studio aujourd'hui. Merci Alice Parisot de votre accompagnement précieux. C'était un podcast Vivre FM. Si vous avez apprécié ce programme, n'hésitez pas à vous abonner.